un objet de 57 mètres, c'est minuscule, et il a été découvert quand même 1 an à l'avance, alors que c'est un point de magnitude extraordinairement faible. Et donc, après plusieurs mesures, on reconstitue la trajectoire et on évalue l'échelle de risque. Voilà. Donc là, l'échelle de risque était au niveau 0 de l'échelle de Turin, même si ça passe à 27 000 km de la Terre. Bon, après, surtout, en fait, la grosse prise de conscience essentielle du risque réel que pouvaient représenter les astéroïdes, certains astéroïdes potentiellement dangereux pour la planète, a commencé surtout avec la découverte d'Apophis. C'était en 2004. C'est un astéroïde de 300 mètres de diamètre qui a été découvert en 2004. Et les premières estimations de trajectoire, avec très peu d'éléments, très peu de points, ont suscité de vives inquiétudes, puisque le risque est monté pour un passage en 2029. Le risque est monté jusqu'à 1 sur 35, ce qui est un risque absolument considérable. Donc il était monté au niveau 4 de l'échelle de Turin. Et puis on a retrouvé des observations plus anciennes de ce même astéroïde, et puis on en a fait de nouvelles qui ont permis de mieux affiner la trajectoire et d'éliminer le risque. Alors vous le savez, Apophis donc, passe régulièrement, puisque c'est un géocroiseur. Il est passé très récemment, décidément l'actualité, elle se prête bien au sujet. Il est passé le 9 janvier 2013, loin de la Terre, parce que tout simplement la Terre était loin sur son orbite à ce moment-là, au moment où l'astéroïde a croisé l'orbite, à 15 millions de kilomètres. Ça, c'est un petit film qui a été pris par mon collègue François Collat à l'observatoire du Pic du Midi, et vous voyez le petit point qui se déplace, c'est Apophis qui traverse le ciel. Voilà. Alors, comme je vous le disais, le passage du 13 avril 2029 avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, il a été recalculé avec une grande précision. Ça va être tout de même un passage très proche, puisqu'il va passer à 32 000 km de la Terre, et c'est parce que la Terre sera effectivement tout proche sur son orbite au moment où Apophis va la croiser. Et puis sur ce schéma-là, on voit effectivement que la simple influence gravitationnelle de la Terre, avec un corps passant si près, va dévier la trajectoire de l'astéroïde, avec une question qui s'est posée, la trajectoire de retour pour 2036, est-ce que ça pourrait être une trajectoire de collision à cause justement de ce scénario de déviation. Donc là, à nouveau, un petit peu calcul, des gros calculs pour estimer les risques. Et aujourd'hui, notamment grâce au passage du 9 janvier 2013, la trajectoire a été beaucoup mieux calculée et on estime que la probabilité de collision pour 2036 est inférieure à 1 sur 12 millions, donc c'est totalement négligeable. Il faut signaler tout de même qu'un astéroïde de 300 mètres qui provoquerait un impact terrestre dégagerait une puissance équivalente à 10 000 mégatonnes de TNT, c'est-à-dire donc l'arsenal nucléaire de la planète. Voilà. Donc ça a servi de catalyseur. C'est pas Apophis, en tout cas pas dans l'immédiat, mais ça peut en être un autre. Et donc on commence à réfléchir très sérieusement sur donc, les scénarios. Alors ça, tiens, c'est justement le site de la NASA. On voit la trajectoire d'Apophis calculée. Voilà, ici. Parmi les autres astéroïdes intéressants, eh bien, il y a l'astéroïde bel et bien français, puisqu'il a été découvert par un astronome français, et donc il a été baptisé Toutatis, en référence évidemment au dieu des Gaulois, qui a peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est un astéroïde assez gros celui-là, puisqu'il fait 4,6 km de long sur 2,4 km de large. Sa période est assez courte, 4 ans. On l'a photographié de près, voici à quoi ça ressemble. Et donc, il est passé pas très loin, le 29 septembre 2004. Il y a eu un passage, le 12 décembre 2012. Mais le passage était assez loin, mais ça a permis de l'observer et de mieux le photographier. Le petit inconvénient avec Toutatis, donc il est au niveau 0 de l'échelle de Turin, mais comme je l'ai dit, ça peut changer quand la trajectoire est modifiée. Alors il se trouve que avec la trajectoire de Toutatis, on a des résonances orbitales, des phénomènes de résonance gravitationnelle qui font qu'en fait il y a un horizon de prédictabilité. Les lois de la mécanique céleste, ça marche bel et bien, vous savez qu'il y a toujours un petit peu de chaos dans les équations, le fameux chaos du système solaire, étudié par Laskar et beaucoup d'autres collègues. Et quand il y a des phénomènes de résonance orbitale, l'horizon de prédictabilité peut devenir assez court. Au lieu d'être un horizon à 100 millions d'années, par exemple, il peut devenir très court. Et pour Toutatis, apparemment, l'horizon de prédictabilité, certains, ne dépasse guère le siècle.
ça veut dire que donc, Toutatis ne présente pas de danger pour ces, disons, 20 prochains passages, mais au-delà, on ne peut rien affirmer. C'est pour ça qu'il faut effectivement être armé à l'éventualité d'un impact. Donc je conclurai là-dessus. Que faire? Que faire si donc on découvre donc un astéroïde géocroiseur qui foncerait sur la Terre? Alors la première idée qui vient à l'esprit, et notamment donc des scénaristes de Hollywood, c'est voilà, le scénario le plus spectaculaire, envoyer les missiles nucléaires, les intégrer, etc., etc. Bon, évidemment, le scénario est notoirement idiot pour Armageddon, puisque c'est carrément des gens qui vont aller se sacrifier pour aller poser des charges nucléaires. Donc c'est notoirement idiot, parce qu'évidemment, on risque de fragmenter un astéroïde. Ça a été étudié après sérieusement par les chercheurs, ces processus de destruction. On créerait des gros morceaux, d'abord des gros débris, qui pourraient faire une pluie encore plus dangereuse qu'un impact unique. Et puis en plus, les débris sont radioactifs, ça utilise des charges nucléaires. Voilà. Donc on a en fait, a priori, donc, deux solutions, soit détruire, soit dévier. Donc détruire, c'est plutôt la solution un petit peu en dernier recours, si on ne peut pas faire autrement, et dévier si on découvre l'astéroïde suffisamment à l'avance et qu'on peut utiliser donc, un certain nombre de moyens plus ou moins violents pour dévier les astéroïdes. Alors, au départ, il y a eu pas mal de réflexions qui étaient en fait des retombées des recherches qui avaient été faites, des recherches militaires qui avaient été faites dans ce qu'on appelait le programme de la guerre des étoiles, qui avait été initié par Ronald Reagan, un programme qui avait été ensuite abandonné, c'était des boucliers antimissiles, etc., avec des lasers ultra puissants. Et puis donc, il y a eu des retombées après dans le domaine du spatial, des retombées civiles, et notamment le scénario possible d'utiliser effectivement une sorte de laser ultra puissant qui se focaliserait sur un bout de l'astéroïde et vaporiserait un petit bout en le chauffant très, très, très violemment. Ou alors une autre solution serait d'embarquer une série de miroirs qui se déploieraient dans l'espace et qui focaliseraient les rayons lumineux du Soleil, sur un point de l'astéroïde. On a tous joué dans notre enfance à faire fondre un brin d'herbe, un brin de paille avec une loupe, focalisant les rayons du Soleil. Donc ça, c'est l'idée qui a été imaginé. Alors d'autres idées plus ou moins pittoresques, avant de passer aux idées réellement retenues aujourd'hui comme étant sérieuses et plausibles. Il y a l'idée de l'usage de voiles solaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que le Soleil émet un souffle radiatif, on appelle le vent solaire, c'est à la fois, il y a une pression de radiation, de la pure radiation, puis également il y a des particules du vent solaire. Donc tout ça, ça exerce une faible pression, et si on déploie de très vastes voiles, bien on capte cette pression et on peut transformer l'astéroïde en vaisseau qui va naviguer au gré du vent solaire. Encore faut-il aller accrocher effectivement les voiles, amarrer les voiles, et ça on n'a pas Bruce Willis à notre disposition pour faire ça. Donc c'est joli, c'est poétique, mais bien peu probable comme scénario. Un autre aspect des astéroïdes intéressant qui a été étudié, c'est un effet physique qui s'appelle l'effet Yarkovsky, qui en fait est lié au pouvoir réfléchissant de l'astéroïde, qu'on appelle donc l'albédo, comme vous le savez. Bon, la plupart des astéroïdes sont grisâtres, ils sont couverts de régolithes, de poussière, etc. Et donc leur trajectoire, c'est un équilibre précis entre la gravitation directe et puis la pression de radiation dont je vous parlais, les vents solaires, etc. Si vous modifiez en fait les qualités réflexives de l'astéroïde, par exemple en changeant sa couleur, donc en utilisant cet effet Yarkovsky, eh bien on peut imaginer de dévier l'astéroïde en laissant faire tout simplement l'action du Soleil. Mais encore faut-il arriver à changer la couleur de l'astéroïde. Donc il ne s'agit pas d'aller le peindre, évidemment. Voilà, mais certains ont imaginé, j'ai vu encore récemment un article très sérieux, enfin, où tout était calculé, un article par un japonais, par exemple en déversant du talc dessus. 250 000 tonnes de talc déversées sur un astéroïde de 1 km, fait une petite couche de 1 cm, qui le rend blanc, et après, en quelques dizaines d'années, le Soleil le pousse hors de sa trajectoire. Bon, difficilement scénario, difficilement mettable en œuvre tout de même, pour embarquer 250 000 tonnes de talc. Que deviendrait nos chers bébés? Bien. Alors, vous savez qu'il y a maintenant des programmes, comme il y a eu une prise de conscience plus sérieuse de tous ces phénomènes-là, il y a maintenant des programmes qui sont placés sous l'égide à la fois de certaines sociétés privées, comme la fondation B612 aux États-Unis, mais maintenant des agences spatiales.
et notamment l'Agence spatiale européenne a créé donc un groupe de réflexion qui s'appelle le NEO Shield, donc ça veut dire le bouclier anti-NEO, NEO ça veut dire Near Earth Object, les objets qui passent près de la Terre, avec donc un groupe d'experts qui se réunissent régulièrement et qui étudient donc les différents scénarios possibles et les plus plausibles. Donc finalement il y en a 3 qui sont actuellement retenus et étudiés. Le premier, ce serait au cas où on n'aurait pas beaucoup de temps, c'est-à-dire on découvrirait un astéroïde pas beaucoup de temps avant l'impact, donc il faudrait agir vite, donc ce serait une explosion de surface pour le dévier, pas une explosion pour le détruire, mais pour le dévier, donc ce serait plutôt l'onde de choc de l'explosion qui pousserait l'astéroïde hors de sa trajectoire. Voilà. Donc on a eu dans mon labo un séminaire très récemment par un jeune chercheur